est du coup proposé et offert par Gazouillis. Je suis Salomé Banon, une des cofondatrices de Gazouillis et vous allez être, avec Marie qui est avec moi, sur cet atelier. Tout au long de l'atelier, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter qui on est, ce qu'on fait et puis après je vous retrouverai en fin d'atelier pour répondre à toutes vos questions. Gazouillis, du coup, est un organisme de formation dédié aux professionnels et exclusivement aux professionnels de la petite enfance. Donc on existe depuis 4 ans. Nous organisons 3 types de choses. Des ateliers, comme vous découvrez peut-être aujourd'hui, donc enchantée à toutes les personnes que je ne connais pas et bonjour à toutes les personnes que je connais. Nous organisons des ateliers en ligne, qui vous sont offerts et qui permettent, de découvrir une nouvelle pratique, d'échanger, sur votre métier et de vous former, de vous micro-former. On fait également du coup des formations qualifiantes avec un organisme partenaire. C'est des formations qui sont financées évidemment par Hyperia et qui se font entièrement à distance. Chez Gazouillis, on aime le côté flexibilité qu'offre, la formation à distance et ça ne nous empêche pas de créer des liens entre tous les professionnels de France et même d'outre-mer de temps en temps. Et donc du coup, voilà, on fait des formations en ligne, mais surtout et surtout, roulement de tambour, nous permettons l'obtention de diplômes et non pas des diplômes, par la voie qu'on connaît par l'école, mais par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. J'ai ici, là, dans le l'atelier, je reconnais plein de noms de nos candidats. On propose 3 diplômes par la VAE. Heu, D'ailleurs, évidemment, tout est financé dans votre parcours d'accompagnement. On présente les diplômes du CAP-AEPE, les diplômes d'auxiliaire de puériculture et le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, le tout financé par France VAE, le service public de la VAE. Et nous sommes évidemment organisme Calliope. Les accompagnements se font à distance et en tant que professionnel de la petite enfance, on vous permet de valoriser les compétences que vous avez pour obtenir un diplôme et évoluer dans votre carrière et surtout valoriser ce que vous faites au quotidien. Bon là, on voit pas parce que j'ai un cadre, mais j'ai le mur des diplômés Gazouillis. Jusqu'à maintenant, les premières candidates passent, les oraux là depuis 2 semaines, donc félicitations à elles s'il y en a, qui sont, parmi nous et félicitations aux diplômés. Pour l'instant, 100 de réussite, sur le CAP AEPE et pour le reste, on attend les dates d'oral. N'hésitez pas, nous sommes là oui Mexia, bravo. Hem, Nous sommes là pour répondre à vos questions. Je vous récupère en fin d'atelier. Je vous laisse dans les super mains de Marie. Nous allons faire tourner un formulaire pour recevoir toutes les infos, nos prochains ateliers, nos formations et les diplômes que l'on propose, pour avoir, ce qu'on appelle un bilan personnalisé pour connaître le diplôme qui vous correspond et puis pour valoriser les expériences que vous avez avec un diplôme reconnu par l'État. Et là, je viens de voir Ophélie qui se connecte. Ophélie, je ne sais pas si tu nous entends, mais félicitations parce que Ophélie vient d'apprendre qu'elle est diplômée. Il y a à peu près une vingtaine de minutes, on était en train de fêter ça sur WhatsApp. Marie, je ne sais pas si tu avais eu l'info, Si, si. mais du coup, voilà. Félicitations Ophélie et puis bon atelier. On se retrouve en fin d'atelier. Marie, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par me présenter avant de vous parler de la gestion d'un groupe d'enfants. Donc, moi, je suis Marie-Lille. Je suis éducatrice de jeunes enfants et coach parental. Bon, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans en crèche. Tout d'abord, j'étais sur le terrain en tant qu'auxiliaire de puériculture pendant une bonne dizaine d'années. Puis après, j'ai passé ma VAE EJE. Donc aujourd'hui, j'accompagne des VAE parce que je suis très fière de mon parcours et je suis très fière, d'accompagner, chaque professionnel passionné qui veut avoir un diplôme. Donc j'en vois, qui sont là aujourd'hui pour cet atelier, donc je les salue et puis je salue aussi, celles que je vais peut-être, un jour accompagner. Alors, moi j'ai quitté le monde des crèches il y a quelques années pour, vraiment me consacrer à l'accompagnement. Donc je suis devenue coach parental. Donc j'accompagne les parents sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants de 0 à 18 ans et je suis aussi thérapeute EMDR. Donc j'accompagne, mes clients, pour la gestion de tous les traumas qu'ils ont pu, connaître dans leur vie et je fais aussi du MDR sur les enfants et je suis responsable pédagogique chez Gazouillis, donc j'anime des ateliers, j'accompagne des VAE et je vais aussi en crèche pour faire des analyses de pratique et je fais aussi des ateliers parents. Voilà pour moi.
Et maintenant, nous allons passer sur le cœur du sujet. Eh bien, comment encadrer un groupe d'enfants? Comment s'adapter à différents enfants avec des tempéraments, des âges différents? Donc, on va voir tout ça pendant cet atelier. Alors, on va parler déjà en premier de l'effet de groupe. On va parler de vivre ensemble et de tous les bénéfices d'être en groupe. On va parler du groupe d'intérêt parce que souvent, en tant qu'assistante maternelle, bah, vous avez des enfants d'âge différents, même si vous êtes professionnelle de la petite enfance, hein, vous pouvez être soit dans des sections avec des enfants du même âge ou des enfants en interage, donc d'âge mélangé. On va parler des qualités de l'accompagnant parce qu'il en faut des qualités, hein. Vous savez, comme ça demande de l'énergie chaque jour d'accompagner un groupe de jeunes enfants. On va parler de la surveillance. On va parler du fait d'encourager la coopération et l'autonomie. En fin d'atelier, comme d'habitude chez Gazouillet, on va vous donner du concret. Donc là, on va passer par une partie plus théorique en début, puis à la fin, on parlera de situations très concrètes. J'ai essayé de répertorier toutes les situations un peu conflictuelles. Alors, je dis toutes, mais on ne peut pas parler de tout en 1 heure d'atelier, mais déjà, voilà, de vous donner des petites billes. Et pour conclure, on reparlera de l'enjeu principal de l'enfant au sein du groupe, c'est de trouver sa place et comment faire, nous, professionnels, pour lui laisser sa petite place à lui et qu'il puisse développer son estime de lui. Alors c'est parti pour cet atelier riche et que j'ai hâte de vous présenter. Alors, on va commencer par déjà vivre ensemble. Alors, vous le savez, l'enfant, c'est un être de relation. Il a besoin, pour grandir, d'être en interaction avec une personne en particulier qu'on va nommer sa figure d'attachement. C'est la théorie de l'attachement qui a été développée dans les années 50 par John Bowlby, où il dit que l'enfant, pour grandir et se développer, il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'une personne à part entière il dépend de cette personne. Sa sécurité physique et affective dépend de cette personne. Donc, les figures d'attachement principales sont les parents, mais nous sommes, nous, les professionnels de la petite enfance, des figures d'attachement secondaires. Donc, avoir un enfant en garde, c'est le sécuriser, satisfaire ses besoins physiologiques, lui permettre de développer sa confiance et développer ses capacités. Donc, pour ça, il faut qu'on offre un environnement propice avec plein d'expérimentations, plein de jeux sensoriels, enfin voilà, d'expériences. Mais aussi, on va lui apprendre petit à petit à vivre avec ses pairs, donc vivre en communauté. Parce que l'enfant va créer des liens avec nous, mais il va aussi apprendre à se sociabiliser et à créer des liens et des interactions avec d'autres enfants. Donc, l'enjeu vraiment, pour un jeune enfant qui va être accueilli dans un milieu collectif, que ce soit, chez une assistante maternelle ou dans une structure, ça va être d'apprendre à se séparer, à se retrouver, à devenir autonome, à apprendre les habiletés sociales. Donc les habiletés sociales, ça va regrouper, attendre son tour, partager, exprimer ses émotions, jouer à côté d'autres enfants. Donc, il y a beaucoup de choses déjà que l'enfant a besoin d'acquérir avant de pouvoir être dans un groupe. Donc, on va plutôt parler de vivre ensemble plutôt que de vivre en groupe. Vivre en groupe, ça implique de s'adapter au groupe et il y a une idée de conformité. Quand on parle de s'adapter à un groupe, on va penser à respecter les règles, les attentes du groupe et on va beaucoup regarder les comportements, des différents sujets du groupe. Donc par exemple, quand, les enfants sont en colonie, voilà, il y a un cadre, il y a des règles. Quand nous, on va intégrer une nouvelle boîte, en fait, on va s'adapter au groupe. Pour l'instant, le jeune enfant, avant d'arriver à s'adapter au groupe, donc le bébé, hein, vraiment principalement, il a déjà besoin d'apprendre à être en lien avec sa nouvelle figure d'attachement secondaire et les enfants, du groupe. Donc il va déjà être dans le vivre ensemble avant d'apprendre les normes. Donc ça, c'est vraiment faire attention de ne pas tout de suite être dans: «Il faut qu'ils apprennent les normes, à être en groupe». Il faut déjà qu'ils soient sécurisés et qu'ils soient, en relation et se sentir, sécurisés déjà avec la personne qui va l'accueillir. Les normes sociales, on les apprend principalement à l'école maternelle, mais on va commencer à les inculquer aux enfants, heu, aux alentours de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est plutôt sur ça qu'on va s'accorder dans cet atelier, comment on commence à inculquer les règles, sociales aux enfants.
Alors, on va parler de l'effet de groupe. Donc, l'effet de groupe, donc l'effet surtout de vivre ensemble, hein, vous l'avez bien compris avec cette introduction, ça va apporter plein de choses. Donc déjà, les enfants, ils apprennent par l'observation. Donc, les enfants, ils vont beaucoup observer ce qui se passe autour d'eux et du coup, ils vont imiter les autres. Ils vont imiter les mouvements, ils vont imiter les expressions faciales, ils vont imiter comment un enfant va jouer avec un jeu, comment ils vont résoudre des petits problèmes. En fait, ils vont, par exemple, avoir du mal à ouvrir un bocal, et bien, ils vont regarder à côté comment fait l'enfant. Donc, en fait, ils vont apprendre grâce à l'imitation. Donc, vraiment, l'effet de groupe permet aux enfants d'acquérir des nouvelles compétences. Ça va permettre aussi à l'enfant de développer son langage et sa communication. Plus il va être entouré d'autres enfants, plus ça va lui permettre d'exposer à un langage qui va être dit plus varié, avec différents styles de communication, et ça va développer toutes ses compétences linguistiques. Donc aussi bien des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouvelles façons d'interagir. J'ai une situation qui m'est revenue en préparant cet atelier. Un petit garçon qui avait 3 ans à peu près, Marlo, il s'appelait, et il était dans ma section. Et du coup, on avait plusieurs tranches d'âge dans cette section. Et il y avait un enfant qui l'embêtait. Il était grand, mais il ne parlait pas encore. Et du coup, il l'embêtait, je ne sais plus, Marlo, je crois, l'a repoussé. Et je lui ai dit, dis-lui avec des mots. Et du coup, il est allé vers cet enfant, il lui a dit da, bla, bleu, bla. Du coup, petit sourire évidemment. En fait, il avait bien compris que cet enfant n'avait pas encore des capacités de langage, donc il a essayé de s'adapter à cet enfant. Donc c'est très riche d'avoir des enfants petits, moyens et grands pour leur montrer comment on s'adapte et comment on parle les uns avec les autres. Ça va aussi influencer sur leurs habitudes alimentaires. En fait, les enfants, quand ils mangent, ils vont beaucoup observer la réaction des autres enfants. Et ils vont plus avoir envie d'essayer des nouveaux aliments si ils voient que en face d'eux, les autres ont du plaisir. C'est les enfants, en modélisant sur les autres enfants, qui vont avoir envie de manger. C'est pas en nous disant: «Oh mais mange, c'est bon, j'aime beaucoup ce que ce que je t'ai préparé». Ça marchera beaucoup moins qu'un enfant qui a plaisir. Bah, c'est comme nous, on va dans un restaurant où on ne connaît pas la cuisine, par exemple à l'étranger, et ben, on va peut-être commander un plat qu'on connaît, on va voir riz sur la carte, on va commander ça. Et si en face de nous, il y a la personne avec qui on est qui a pris un plat qui nous paraît inconnu, en le voyant, on va faire ouh, et en voyant sa tête quand il va le déguster, là, on va avoir envie de le manger. Mais c'est pas en nous tendant la fourchette en disant goûte qu'on va avoir envie de goûter. Donc ça va vraiment aider aussi pour tous les nouveaux apprentissages. L'enfant va se sentir aussi appartenir. Donc c'est très, très important, c'est un des besoins fondamentaux, hein. Déjà pour, nous adultes, on a besoin de se sentir appartenir, mais l'enfant aussi, il a besoin de se sentir soutenu et d'avoir une place, dans le groupe. De sentir qu'il est en sécurité et qui compte en fait. Qu'il puisse se dire: «Je suis reconnu, j'ai ma place, je compte». Plus l'enfant va être pris en compte dans le groupe, plus il va se sentir, il va avoir un bien-être émotionnel et il va grandir en estime de lui. Et le groupe, ça va permettre aussi de former des relations sociales, hein. On le voit, ça commence déjà à développer des petites amitiés déjà pour des très jeunes enfants, en fonction souvent des tempéraments, des intérêts, des activités partagées. Et vers 2 ans, des enfants peuvent commencer déjà à être très complices, à se faire des petits câlins, à jouer à côté. Donc l'effet de groupe favorise tout ça. Alors maintenant, on va parler du groupe Interage. Donc le groupe Interage, c'est d'accueillir, des enfants d'âge mélangé. Donc ça vraiment, les assistantes maternelles en général, c'est ce que vous avez. Alors des fois, il y a des assistantes maternelles qui ont que des enfants d'âge, on va dire, moyen grand ou que des petits, mais la plupart du temps, vous accueillez, des bébés, des moyens et des grands. Donc ça permet des interactions qui sont hyper riches et c'est vraiment, quelque chose, qui a beaucoup d'intérêt. Donc il y a plus d'intérêt que d'inconvénients. Il y a quand même quelques inconvénients, mais nous, on avait beaucoup réfléchi en équipe parce que moi, j'avais découvert ça, l'Interage, au cours de mon premier stage, quand j'ai découvert la petite enfance. Et après dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé, c'était vraiment séparé. Le groupe des bébés et souvent le groupe des moyens grands ou des fois bébés moyens grands. Et moi, j'ai réinstauré de mélanger toutes ces tranches d'âge parce que je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Déjà, il y a moins de monotonie parce qu'en fait, quand on s'occupe, tout le temps d'un bébé, on est vraiment dans des soins de maternage ou tout le temps d'un groupe de grands, on est vraiment sur, des activités d'éveil et d'autonomie. Donc là, ça permet, voilà, d'avoir, pas toujours les mêmes tâches à faire. De plus respecter l'évolution du rythme individuel parce qu'on va moins comparer les enfants, on va mettre moins d'étiquettes. Alors que si on a un groupe que de moyens, on va un petit peu
même si on n'a pas envie de le faire, on a tendance à observer, à regarder les différences. Et ce qui se passe aussi, c'est quand on a un groupe d'enfants du même âge, eh ben, on ne va pas vivre les challenges ou les périodes dites difficiles en même temps. Par exemple, je pense à l'angoisse de séparation vers 8-9 mois. Si on n'a que des bébés qui vivent l'angoisse de séparation, bah, c'est très compliqué à gérer. Ou que des enfants de 15 mois qui sont dans la phase d'affirmation, c'est pareil. Ou des plus grands qui sont dans l'autonomie, eh bien, on va passer notre temps à attendre qu'ils essayent de mettre leurs petites chaussettes. Alors que s'il y a un enfant qui a besoin d'autonomie et qu'à côté on a un bébé qu'on va pouvoir accompagner, eh bien, en fait, c'est moins monotone et c'est moins de challenge aussi pour la professionnelle. Et par contre, il y a des inconvénients, c'est penser à son aménagement d'espace avec la sécurité plus, plus, parce qu'évidemment, les grands font moins attention aux plus petits. Donc, c'est vraiment à nous, les professionnels, de faire en sorte que il y a des séparateurs. Enfin, on va en parler un peu plus après. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à penser dans chaque pièce et trouver des activités communes. En fin d'atelier, je vous partagerai différentes activités que vous pouvez faire partager à tous les âges. Alors, on va parler maintenant des qualités pour encadrer un groupe de jeunes enfants. Un groupe de jeunes enfants, ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation et du coup, c'est important, d'avoir, déjà ces qualités. Je vous laisse déjà, prendre connaissance des différentes qualités et ne pas hésiter à travailler dessus si vous sentez qu'il y en a une, voilà, que vous n'avez pas. Voilà, j'ai vraiment répertorié les plus importantes. Donc déjà, la première, ça va être l'organisation. Préparer à l'avance. Essayez au maximum de préparer votre matériel, tout pour les activités, l'échange, en fait, tout ce que vous aurez besoin pour la journée si vous sortez au parc, d'avoir déjà préparé à l'avance la crème solaire, les petits chapeaux. En fait, cela va vous permettre de rester concentré sur les enfants pendant toute la journée et pas de penser à: «Oh, tout à l'heure, il faudra que j'organise ça» ou de faire des allers-retours. Plus on est stable et plus on est disponible pour les enfants et moins il y a de petits conflits. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais seule dans une section et bien pendant, la sieste ou le temps goûter, si jamais c'était pas moi qui faisais le temps goûter, et bien j'allais chercher des jeux que j'allais leur proposer pendant, le laps de temps où j'allais être seule. Donc souvent, c'était le soir, je pouvais être seule, dans une pièce pendant 3 heures avec, une dizaine d'enfants. Et bien en fait, j'allais préparer mes activités en amont et je les gardais dans la pièce. Donc l'organisation est nécessaire et indispensable. Ensuite, l'attention. C'est vraiment avoir un œil partout, hein, être disponible pour chacun, être vigilant de chaque instant. Donc là, ne pas hésiter à alterner activité dirigée et jeu libre. Ne pas être trop dans l'activisme, et avoir un petit temps aussi pour soi, pour, se reposer parce qu'en fait, d'être dans l'hyperattention tout le temps, ça nous demande énormément d'énergie et du coup, on est beaucoup plus fatigué que quand on partage l'attention avec des collègues. Il faut aussi beaucoup communiquer, donc mettre des mots sur vos actions. Dès que vous sortez de la pièce, enfin, dès que vous allez faire quelque chose, vous allez tourner le dos aux enfants, expliquez-le tout simplement. Mettre des mots sur les émotions de chacun, et mettre des mots sur les besoins pour que l'enfant puisse exprimer aussi son besoin. Moi, j'exprime beaucoup aux plus petits qui commencent à faire des associations de mots. Quand ils ont besoin de mots, au lieu de râler, ou de crier, de dire: «Aide-moi, aide-moi». Voilà et du coup, je leur apprends des petites formulations pour que, «Regarde-moi, aide-moi», voilà. Quand ils me le demandent, je dis: «Bah, tu dis: "Marie, aide-moi"». Donc voilà, de leur Je vais donner des t'activer. Non. Eh non, ah, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou il y a un micro qui est pas coupé, je pense. j'ai perdu le truc. Ah, purée. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper des micros? Je continue du coup. Faire preuve de flexibilité. Alors, vraiment ça, c'est vraiment une des qualités, très importantes, c'est être prêt à s'ajuster et ne pas, s'enfermer dans une organisation trop militaire. Donc ajuster ses plans en fonction des besoins et des intérêts de l'enfant, ça va être indispensable, surtout quand on est seul. Donc quand on est dans l'hyper-contrôle et le perfectionniste, les enfants, ils vont nous aider à nous stopper, hein, parce qu'on ne pourra jamais avoir une maison bien rangée, on ne pourra jamais faire l'activité comme on a décidé de la faire. Donc les enfants nous apprennent à être de plus en plus flexibles. Mais ça, c'est vraiment une qualité essentielle. Être dans l'observation. Donc l'observation, c'est différent que l'attention. L'observation, ça va être une observation fine de chacun. Donc de voir les enjeux et les attentes de chacun. Plus on va connaître les habitudes précises de chaque enfant, plus on sera en mesure de s'y adapter. Et en fait, ça va nous permettre de gagner du temps
et gagner de l'énergie quand on sait qu'un enfant, voilà, pour s'endormir, celui-là, il faudra qu'il soit bercé. Donc, on va s'organiser différemment pour prendre le temps pour cet enfant. Et en dernier, prendre soin de soi. Donc ça, ce n'est pas à négliger et c'est pour ça que je le redis. On a déjà fait des ateliers chez Gazouillis sur trouver son équilibre, gérer son stress, mais c'est indispensable de s'autoriser des petits moments de pause. Donc quand on est tout seul, c'est pas évident, mais on peut toujours proposer un petit moment où on va leur mettre un petit livre avec un CD, on va leur proposer du transvasement où il n'y a pas de choses dangereuses, où on va être un petit peu plus en recul et moins dans le jeu avec eux, ou au parc, peut-être rester sur le banc et ne pas être toujours avec eux à jouer. Donc ça, c'est vraiment pouvoir se l'autoriser afin de gérer son propre stress. Prendre soin de sa santé mentale, en fait, c'est sa santé physique et émotionnelle, ça va vous aider à mieux encadrer le groupe. Donc, attention à la surstimulation, pensez à vous détendre pendant les temps de sieste, ne pas partir sur cet après-midi, il faut que je fasse des découpages pour leur faire une activité. Vraiment, prenez le temps de vous relaxer, même si c'est 5-10 minutes, c'est déjà très bien. Donc, une petite relaxation, de la cohérence cardiaque, une méditation guidée. Sur YouTube, vous trouvez des méditations de 10 minutes. Donc voilà, juste redescendre la pression pour mieux pouvoir appréhender le groupe parce que vous en aurez besoin de l'énergie toute l'après-midi. Aussi, ça peut être bientôt l'été, prendre un petit bain de soleil, vous sortez sur votre balcon, votre terrasse. 5 minutes, vous prenez le soleil, ça revigore et ça nous redonne un tout petit peu d'énergie. Alors maintenant, on va parler des principes clés. Donc les principes clés, c'est vraiment de, s'organiser et d'avoir réfléchi à plein de petites choses pour encadrer le groupe. Donc déjà, ça va être de donner des consignes claires qui vont être, dites à l'avance et assurez-vous que les enfants les ont comprises. Si par exemple, vous allez dans un nouveau parc, expliquez à l'avance. La limite, c'est, le tourniquet et l'arbre parce que Nounou, elle va rester là sur le banc avec, Timothée parce qu'il finit son goûter dans la poussette et toi, tu peux aller jusque là et jusque là. Est-ce que tu as compris? Tu peux me montrer? Oui. Voilà, donc on donne les consignes et on vérifie que les enfants les ont bien comprises. On essaye de s'adapter aux besoins individuels. Bon, alors ça, c'est le plus difficile, de respecter les horaires de sieste, les besoins, les câlins, les tempêtes émotionnelles. On ne peut pas être partout malheureusement, mais essayez de le faire dans la mesure du possible. Si par exemple, vous avez ce matin un enfant qui est malade, qui a besoin de dormir et que vous aviez prévu de faire la pâte à modeler, eh bien, ne pas hésiter à avoir un peu de souplesse sur l'emploi du temps. Donc, de dire aux enfants: «On fera la pâte à modeler, mais un petit peu plus tard parce que là, je dois coucher, elle en a besoin». Donc voilà, c'est vraiment s'adapter aux besoins prioritaires, donc aussi de prioriser, comment, j'organise la journée. Et établir une routine. Donc, plus la routine va être planifiée et organisée, plus ce sera simple pour vous et aussi pour les enfants. Donc planifier les collations, les moments d'activité, planifier, les transmissions, les temps calmes. En fait, de réfléchir à votre posture, à comment vous allez organiser ça, et ça, de le noter au préalable dans votre projet d'accueil. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Les enfants, ça va aussi les sécuriser parce que ils vont avoir du contrôle, ils vont pouvoir anticiper sur ce qui va se passer et on sait que le plus gros, facteur de stress chez l'enfant, c'est la contrainte. Donc quand il ne sait pas ce qui va se passer, l'enfant va c'est là où il va avoir le plus de tempêtes émotionnelles. Donc plus votre routine sera établie, explicite, avec des consignes claires, vous l'aurez dit, moins il y aura de conflits. Ensuite, autre principe clé. Alors, ça va être, de gérer de manière calme et cohérente, d'essayer au maximum de valoriser, de faire du renforcement positif pour guider les enfants. Valoriser, félicitez-les. Si par exemple, vous avez mis en place, avant chaque sieste, un petit temps histoire où vous racontez 2 histoires et là, vous expliquez aux enfants: «On va faire le temps histoire» et hop, vous vous retournez, il y en a déjà 2 qui sont assis dans le coin calme. Eh ben, on valorise et on félicite. Bravo! Je vois que vous êtes tous les 2 déjà installés. On valorise parce que souvent, on va pointer du doigt ce qui n'est pas fait ou ce que l'enfant n'arrive pas, mais on va oublier de valoriser, les mécanismes qui deviennent, des comportements. Donc valoriser quand les enfants le font, ça va encourager aussi les plus petits à le faire ou pas forcément les plus petits, les autres. Impliquer aussi les enfants dans toutes les tâches, les encourager à participer, leur donner des petites responsabilités et travailler avec les parents. Donc, travailler main dans les mains, faire de la coéducation. Donc, c'est important d'informer les parents sur les activités prévues, les sorties, les règles et les attentes de votre accueil.
Et vous pouvez aussi partager avec les parents, avec transparence, les défis que vous rencontrez avec leur enfant. Dans une idée de trouver des solutions ensemble, voir comment ça se passe pour eux à la maison, parce qu'ils ont peut-être des petits tips, une façon d'accompagner l'enfant que vous ne connaissez pas. Donc c'est toujours intéressant d'en reparler, même, si ça fait, 1 an, 6 mois que vous avez l'enfant, de reprendre les habitudes de vie. Et vraiment, l'objectif, c'est pas de se plaindre de l'enfant aux parents, c'est vraiment de travailler main dans la main ensemble. Donc voilà pour les principes clés. Alors maintenant, on va parler de la surveillance attentive. L'objectif, c'est enfin le mot d'ordre, c'est vraiment sécurité, hein. C'est aménager votre espace et votre posture. Donc c'est vraiment, penser à garder un œil sur tous les enfants en même temps. Là, je vous ai mis une activité manuelle où il y a des paillettes, il y en a de partout. Dans ces moments-là, on est vraiment en posture d'observation. Je vous ai remis cette notion d'adulte phare. C'est Anne-Marie Fontaine qui a parlé de l'adulte, cette métaphore de l'adulte est un phare pour, l'enfant, comme si c'était un phare et les enfants, c'était les bateaux qui arrivaient au port. Donc l'objectif, c'est d'être un phare allumé qui regarde tous les enfants et que les enfants sentent que, l'adulte est là disponible pour eux. Donc d'avoir une vue dégagée sur le groupe et que chaque enfant puisse nous voir et que nous, on puisse voir chaque enfant. Il y a plusieurs notions de phare. Il y a le phare clignotant, donc par moment, on est un phare clignotant, hein, c'est-à-dire qu'on va bouger. Quand on va faire l'échange, ben, on va s'occuper d'échanges, mais toujours se dire pendant que je change, j'ai quand même un regard sur les autres enfants ou heu, j'écoute attentivement ce qui se passe pour le groupe. L'objectif, c'est d'être capable d'intervenir rapidement, tout de suite en cas de besoin. Et pour cela, il est indispensable de penser à l'aménagement de tous vos espaces. Donc ça, vraiment, c'est nécessaire quand on fait l'échange dans la salle de bain, de penser à avoir une petite panière pour, si on amène un bébé avec nous, qu'il ait un petit jeu. Si on est dans un couloir, de mettre des séparateurs pour pas que les enfants ils puissent aller dans des pièces, des meubles à roulettes, enfin voilà, pensez à sécuriser tous les lieux, tous les espaces parce que vous allez pouvoir avoir des petits, des moyens et des grands dans chaque espace. Donc voilà pour la surveillance. Maintenant, on va parler de la coopération, enfin de l'entraide. Donc, favoriser, la coopération, enfin l'entraide, ça va permettre aux enfants d'apprendre des compétences relationnelles qui vont être indispensables pour sa future vie, sociale d'adulte et ça va lui permettre aussi d'avoir ce sentiment d'appartenance qu'on parlait en début d'atelier. Donc pour ça, déjà, l'enfant, il a besoin de modéliser, il a besoin de voir quelle est l'attitude attendue. Donc c'est à vous d'être l'exemple. Quand les enfants, ils vont vous voir offrir votre aide avec empathie, eh ben, ils sont susceptibles d'imiter votre comportement. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle une fois, j'étais en train d'habiller un enfant, il y avait 2 enfants derrière moi et puis il y en a un qui a dit à l'autre: «Allez, mets tes chaussettes, ma biche» et en fait, c'est moi qui, des fois, appelais les enfants ma biche et en fait, les 2 enfants s'encourageaient en imitant mon comportement. Bon, alors, ce n'est pas bien de donner des surnoms, hein, je ne vous encourage pas à faire ça, mais c'était pour vous dire que comme je l'avais entendu dire «ma biche», je savais très bien qu'il était en train d'imiter ce comportement d'encouragement que je pouvais, avoir, ben, tous les jours avec les enfants. De proposer aussi, un environnement qui va être positif, donc créer un climat chaleureux où les enfants, ils vont se sentir en sécurité et aussi libres pour demander de l'aide et pour offrir leur aide, pardon, aux autres enfants. Donc encourager par là le respect mutuel et valoriser chacun. Donc apporter, une tétine, un doudou à un autre enfant, ranger les chaussures des autres dans les petits casiers, proposer un jeu à un enfant qui est sur le tapis. Donc voilà, dès que vous voyez un enfant qui est dans la collaboration, l'entraide, on valorise, on nomme et même on encourage ce genre de comportement. On peut donner des responsabilités partagées, donc c'est impliquer les enfants dans toutes les tâches de la vie, bah, du groupe, hein, de la maison. Donc par exemple, bah, tous les 2 vous pouvez porter le seau avec, les petits bavoirs et les gants. Allez, Oïs, allez, oui, bravo, vous êtes forts. Nettoyer la table ou les petites chaises, donc vous leur donnez une petite lingette évidemment sans produit, hein, juste avec de l'eau. On invite tout le monde à ranger les jouets avec des petites chansons, on prépare ensemble le goûter, on met la table tous ensemble. Donc vraiment donner des responsabilités et vous pouvez faire vraiment en fonction des capacités de chacun. Et promouvoir l'empathie, et bien, aider les enfants à développer leur capacité et à comprendre, bah, qu'est-ce qui se passe pour les autres. Qu'est-ce que les autres ressentent? Quelles sont les émotions? Bah, là, j'ai un petit livre, alors je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai une toute petite caméra, mais enfin, je sais que j'ai pas un gros angle de vue. C'est «Parfois je me sens» et ce petit livre, il est super.
Moi, je l'utilise beaucoup avec les enfants. Là, c'est parfois, je me sens affamée et on voit un petit singe qui a très envie de manger une banane. Et ben, en racontant ce genre d'histoire, après, on peut faire des liens avec ce qui s'est passé, par exemple, dans la journée ou parler d'un petit bébé, par exemple. Oh, ben, vous avez vu Joseph, comme il est affamé au moment du goûter. Du coup, ça développe l'empathie. Les enfants, ils se disent pas, oh là là, Joseph, il fait que pleurer. Non, il est affamé. Donc, ça développe aussi du vocabulaire, mais ça développe surtout de l'empathie pour ce petit Joseph qui est très glouton et qui a très, très faim. Donc, voilà pour l'entraide. Encourager aussi l'autonomie, donc ça, on le fait vraiment au quotidien. Donc, vous pouvez encourager les plus grands, mais sans les forcer, sans dire: «Tu es grand». C'est vraiment proposer aux enfants: «Si tu veux, est-ce que toi, tu pourrais arriver à faire ça et à montrer aux autres?» Donc c'est vraiment encourager et proposer aux plus grands. Ça ne va pas être forcément à toujours demander aux plus grands de faire pour les plus petits. Et de donner des responsabilités en fonction des capacités, hein, de la force physique et des capacités. Donc distribuer les tabliers, mettre les verres sur la table, apporter un coussin. Moi, je demande ça aux plus petits, hein, quand, voilà, ils commencent à marcher, bah, voilà, pour leur donner des petites responsabilités. Chacun doit faire quelque chose de différent. Bah, toi, tu vas nous amener le livre, toi, tu nous as amené ce petit coussin. Et maintenant, on va parler de situations concrètes. Donc, j'ai répertorié différents styles de conflits qu'on peut vivre tous les jours quand on accompagne des jeunes enfants. Et du coup, on va voir un petit peu plus en détail chaque conflit. Donc, le premier, c'est le conflit pour un jeu. Ce qui nous arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, deux bébés ou deux jeunes enfants veulent tous les deux le même jeu ou le même objet en même temps. Donc, ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, ça va être d'encourager le partage et montrer comment on peut jouer ensemble. Par exemple, là, je vous ai mis un petit avion, mais ça peut être une petite voiture. Et bien, on montre comment on peut faire rouler la voiture d'un coin à l'autre. Donc, au début, on invite l'enfant à la faire rouler avec nous, puis après, on la fait rouler entre les deux enfants. Et on montre que comme ça, on peut jouer tous ensemble. Ou pareil, quand on fait une tour, peut faire tous ensemble la petite tour, chacun son tour. Après, si les enfants n'ont pas du tout envie de jouer ensemble, mais ce qui arrive, à nous d'avoir un rôle de médiateur, chacun son tour, et vraiment de se positionner en tant que médiateur. C'est 5 minutes, toi qui as le jeu, et dans 5 minutes, tu vas le prêter à Mohamed. Et du coup, pour bien noter que ça fait 5 minutes, on va mettre le petit minuteur. Donc, c'est bien d'avoir un petit minuteur visuel où l'enfant voit le temps qui découle. Donc ça, n'hésitez pas à regarder, moi j'en avais acheté un sur Amazon, les petits minuteurs visuels, c'est hyper, important pour les enfants, et pour, leur apprendre, le partage et éviter au maximum d'enlever le jeu parce que ça ne leur apprend pas à se sociabiliser et de toute manière, les enfants vont trouver toujours un autre jeu pour se disputer. Donc vraiment l'objectif là et le rôle de l'adulte, ça va être, de montrer comment on joue ensemble et d'avoir un rôle de médiateur. Ensuite, quand les enfants se disputent l'attention de l'adulte, ça aussi, ça arrive très régulièrement parce que les enfants ont des gros besoins affectifs, hein, ils ont besoin de réassurance et de présence de leur figure d'attachement secondaire. Donc, ce qui va être important, ça va être de prendre un temps pour chacun et de le nommer. Là, pour le moment, je suis en train de raconter une histoire à Stella. Mais si tu veux, tu peux te mettre à côté en attendant ton tour et après, je pourrai toi aussi te raconter l'histoire. Tu peux aller choisir ton livre et après, je prendrai le temps. Donc, de proposer à l'enfant, si c'est vraiment trop dur de se mettre à côté de vous, mais de montrer que vous allez continuer d'avoir ce moment d'échange particulier avec cet enfant, mais que vous avez remarqué sa demande. Et aussi, on peut évidemment, comme pour le jeu, proposer des jeux à trois. Mais vraiment, ne pensez à avoir des moments privilégiés avec chaque enfant et le nommer. Là, c'est le moment de Stella. Il peut y avoir aussi des petits conflits au niveau, du partage de l'espace et des territoires. Là, je vous ai mis une petite fille qui pleure parce qu'elle était en train de jouer à cet endroit et puis il y a un autre petit garçon qui est arrivé et qui veut aussi jouer exactement dans le même coin. Ça arrive aussi très régulièrement parce que souvent l'enfant, il veut être l'autre qui joue. Il repère l'enfant s'amuser, il se dit: «Oh là là, mais c'est génial comme il joue, j'ai envie de vivre la même chose». Donc il va venir se mettre à côté, il va pas savoir comment jouer et du coup, il va commencer à un petit peu empiéter sur la place, prendre des jeux et ça peut être du coup compliqué et conflictuel. Donc l'adulte peut encourager, à les enfants à trouver une solution, partager l'espace de jeu, et aussi faire preuve de créativité. Là, par exemple, ça va être de, créer des espaces délimités. Vous pouvez faire des petites cabanes individuelles,
des séparateurs avec des draps. Moi, je prenais souvent les lits des bébés qui roulent, on met des draps dessus ou on prend des tapis, chacun son petit espace, sa petite cabane ou avec des grands cartons. Récupérez tous les cartons que vous trouvez et les enfants, ils adorent, ils mettent leurs petits objets dans les cartons ou ils se mettent eux-mêmes dans les cartons ou alors on retourne le carton et on fait une petite porte. Enfin voilà, tout ce qui va être séparateur, c'est vraiment important pour que l'enfant, il sente qu'il ait une petite place. Vous pouvez même, créer des espaces avec des petits tapis. Ça, c'est ton espace, ça, c'est ton espace. Délimiter aussi avec des oreillers. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, voilà, on met les oreillers au milieu et ça, c'est toi qui joues, ça, c'est toi qui joues donc vraiment montrer que c'est OK qu'ils jouent dans le même endroit, mais qu'ils ont un espace réservé à chacun. Alors, il y a aussi pas mal de conflits lors des transitions, pour des moments d'activité. C'est toujours un moment qui peut être compliqué parce que l'enfant, il est dans son exploration, il n'a pas envie de suivre le rythme, que vous avez décidé, votre organisation, même si elle a été, énoncée, à l'avance. Il nous reste 5 minutes de jeu. Dans 5 minutes, on va ranger la pâte à modeler, on va ranger les dessins. Souvent, les enfants, eh bien, ils veulent rester engagés dans l'activité. Donc, c'est très important voilà, d'utiliser des petits signaux visuels. Donc, il nous reste 3 minutes. Hein, vous montrez bien avec les doigts ou des chansons sur le rangement. Voilà, il faut montrer qu'il y a une transition qui va se passer. Ça va aider les enfants. Alors, il est aussi possible, évidemment, de laisser un enfant un petit peu plus autonome finir son exploration. Et si ce n'est pas un enfant très autonome, vous pouvez aussi lui accorder quelques minutes. Vous rusez. Je vais laver les mains des autres ou on va ranger pendant ce temps, toi tu termines. Vous lui accordez mais rien, peut-être 3, 4 minutes, le temps de ranger, que les autres sortent de table, se lavent les mains et parfois ça suffit. Parce qu'en fait, l'enfant, là, il se sent entendu et il se sent pris en compte dans son besoin et il se sent, différencié. Donc juste des fois oui, oui, continue toi, de finir ta pâte à modeler, je vais aller laver les mains ou je vais donner des petits gants et du coup, on donne des petits gants à ceux qui ont fini leur exploration, on leur lave les mains et là on dit: «Bah, c'est bon, on a fini de laver les mains, tu as eu un petit temps de plus, ah, tu as pu faire ça», on valorise et après on invite l'enfant à sortir de l'activité. Ensuite, autre situation, où parfois il y a des petits conflits, c'est pendant les temps histoire et chansons. Parce qu'il y en a qui écoutent très bien, qui adorent ce moment-là, enfin qui ils aiment tous en général ces temps d'histoire et de chansons, mais il y en a beaucoup qui se lèvent et qui bougent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est du début, proposer une petite place matérialisée à chacun. Des petites chaises ou des coussins individuels. Et avant de commencer l'histoire, on se refait un petit homme-pouce. Bonjour les enfants, on refait les prénoms. Bonjour, coucou. Est-ce que tu as ta place? Oui, toi, tu as le coussin vert. Oui, je vois. Léon est bien installé sur le coussin vert. Et toi, Yvan, tu es installé où? Ah, sur le coussin jaune. Super. Donc, on peut vraiment le nommer. Et quand un enfant se lève, bah, je vois que tu n'es plus installé sur ton coussin. Tu veux plus écouter l'histoire? Tu préfères aller jouer? OK. Et du coup, là, on va inviter l'enfant à soit se décaler du coin lecture et d'aller jouer un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, les enfants ne sont pas obligés d'écouter les chansons et les histoires. Mais vraiment, on va nommer, on peut interrompre les chansons et les histoires pour, montrer aux enfants que là, c'est important que je nomme ça plutôt que de s'énerver, de dire: «Assis-toi» et de répéter. Donc on s'arrête une seconde, on invite l'enfant: «Est-ce que tu veux sortir ou rester?» Souvent l'enfant veut rester, il se rassoit et une fois que le cadre il est bien posé, l'enfant va rester jusqu'au bout des chansons. Et ne pas hésiter, si vous avez des enfants, plus petits, de commencer déjà par un temps moteur avec des chansons où l'enfant va pouvoir bouger, des consignes à gestes, des chansons où on utilise le corps, Jean Petit qui danse, on va se lever, on va bouger les pieds, la chasse à l'ours où on va faire comme si on allait traverser une prairie, donc on se lève dans la pièce, on bouge. Donc aussi, de proposer des temps histoire et chansons où en fait on va être, dans la motricité globale dans le corps. Ça peut être aussi une solution. Situation aussi conflictuelle lors du partage de la nourriture. Quand vous avez un bébé qui mange très vite, comme je vous l'ai dit juste avant, le petit Joseph par exemple qui engloutit, et bien il veut piquer le petit morceau de gâteau qui est à côté, qui appartient à un autre enfant. Et ça arrive assez régulièrement parce que les enfants ne mangent pas forcément au même rythme. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez repéré qu'il y en a un qui prend plus le temps, on ne le met pas juste à côté de celui qui mange vite. On peut décaler, essayer d'organiser notre aménagement de l'espace du repas. Ce qui va être aussi, quelque chose que vous pouvez mettre en place en amont, c'est, de, rendre les portions visibles. Chacun un petit bol. Donc
on donne soit le petit bol avec les portions pour chacun, avec les petits morceaux de fruits, le petit gâteau, devant eux. Alors si c'est des plus petits, on les met plus loin. Donc ça, c'est le bol, de Jeanne, ça, c'est le bol de Karim et du coup, ils ont chacun leur petit bol et c'est visible ce qu'il leur reste à manger. Parce que si on a le paquet de gâteaux, ils voient le paquet de gâteaux et ils voient qu'il y a encore des gâteaux. Donc, ils se dépêchent de tout manger. Alors que si on prépare en avant les quantités et qu'on leur montre, ça, ce sera ton goûter. Et toi, tu as tout ça. Oh, tu as vu ce que tu as? Tu as 2 morceaux de pêche, tu as le petit biscuit et tu as le verre de lait. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si c'est trop difficile, proposer un petit morceau de fruit ou pas, et ne pas reproposer, 2 morceaux de gâteau. Et enfin, dernière situation concrète, le partage des activités, pardon, pas des activités, des jeux en arrivant au parc. Quand on arrive au parc, bah, souvent les enfants, ils ont sélectionné leur jeu préféré et ils veulent tous aller sur le même jeu. Donc, ils peuvent se disputer, hein. Qu'est-ce qu'on fait, à ce moment-là? Eh bien, en fait, on va pouvoir proposer aux enfants, d'apprendre des nouvelles compétences. Comment on fait pour patienter et attendre son tour? Donc on va leur apprendre à attendre. Les enfants, ils savent pas attendre. Donc, ça peut être assez, délicat pour, celui qui n'a pas eu le jeu, donc à nous de proposer quelque chose qui va leur plaire. Donc on peut faire des petits jeux de mime, on peut mimer des animaux. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant qu'ils partagent le jeu? Donc on pourrait chanter 3 comptines, on pourrait faire 2 tours de toboggan. En fait, on donne des ressources à l'enfant pour que la prochaine fois, lui, il ait idée de faire autre chose en attendant, le tour. Pour les enfants plus grands, par exemple, si, vous avez des périscolaires, vous pouvez les inviter à réfléchir. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Trouve-moi 10 idées de choses que tu pourrais faire en attendant ton tour à la balançoire. Et bien, les enfants, ils vont vous proposer des choses comme ça. «Ah, je pourrais aller courir jusqu'au toboggan, ou je pourrais aller, te préparer, un petit plat avec des herbes», et bien voilà, donc vas-y, essaye. Et du coup, toujours être médiateur dans ces cas-là, dire à l'enfant: «Bah, tu fais 3 tours», ou alors de montrer, tu partages au bout de 5 minutes. Donc vous n'avez plus forcément le minuteur, mais vous pouvez montrer avec vos doigts. 4 minutes, 3 minutes, comme ça l'enfant voit visuellement où il en est et à quel moment ce sera à lui, de pouvoir, avoir accès à la petite balançoire. Donc, pour résumer, intervenir auprès d'un groupe d'enfants. Première chose, c'est se déplacer, se mettre à hauteur des enfants. Ensuite, décrire l'action. Qu'est-ce qui se passe? Je vois 2 petites filles qui se disputent pour le camion. Dès qu'on va décrire l'action, sans chercher tout de suite à la résoudre, les enfants, ils vont nous regarder et ils vont se dire: «Elle a compris ce qui se passait». Donc on décrit juste, sans s'énerver avec un ton, voilà: «Ah, je vois 2 petites filles qui se disputent». Hop, on va avoir le regard des enfants. Avoir des mots empathiques pour chacun des enfants. Et oui, c'est difficile de partager. Toi, tu voulais jouer toute seule et toi, par contre, tu avais envie de jouer avec Lélia. Et moi, je vois que vous n'avez pas du tout la même envie. Et enfin, quatrième étape, être médiateur. Chercher ensemble des propositions de solutions. Et en fait, les enfants, ils ont très très peur de la loi du plus fort. C'est toujours celui qui tient le plus fort, qui crie le plus fort, qui a l'objet. Et là, vous, ce que vous devez leur apprendre, c'est que en fait, ce n'est pas la loi du plus fort. C'est qu'on peut trouver des solutions et trouver des moments de partage et jouer ensemble. Donc de leur dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'on fait chacun son tour? Est-ce qu'il y en a un qui veut venir avec moi? Est-ce qu'on peut jouer tous les 3 avec ce jeu? Donc voilà, de proposer des petites idées de solutions et en fait, s'il y en a pas, bah, au bout d'un moment, vous vous mettez médiateur et on fait chacun son tour, 3 minutes chacun et après 3 minutes chacun. Et là, je voulais juste vous partager quelques idées de jeux, adaptés à toutes les tranches d'âge. Donc je pense que c'est des petites choses que vous faites très régulièrement, mais c'est important que, vous proposiez, des jeux pour tous, heu et pas faire que des jeux pour les plus grands, comme par exemple que prévoir, bah, le matin un puzzle, l'après-midi pâte à modeler ou le matin, peinture et l'après-midi, parcours de motricité, ce qui va être, qui vont être des activités plus pour les moyens grands. Et essayez de proposer dans la journée toujours un petit temps où en fait vous allez jouer avec l'ensemble du groupe d'enfants. Comme ça, les enfants, ils vont apprendre à jouer ensemble avec plaisir et du coup les interactions et la collaboration se fera plus facilement. Donc, ne pas hésiter à faire des petits moments de jeu ensemble. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager sur le chat. Je n'ai pas pu en mettre plus que ça. Mais voilà, tout ce que vous faites avec aussi bien les bébés que les grands, n'hésitez pas à le partager.
Et enfin, pour clôturer cet atelier, reparler de cette, de cette chose essentielle qui est, de trouver sa place pour l'enfant. L'enfant, il a besoin, voilà, de sentir qu'il a une place dans le groupe, qu'on le respecte, donc de lui donner, des interactions, du renforcement positif, de l'encourager, de proposer des petits temps individuels. Je l'ai déjà dit, mais vraiment essayer de ne pas aller que vers les enfants qui demandent des câlins ou qui demandent de l'attention. Essayez vraiment, même si un enfant qui est très autonome, de voir toujours un petit moment dans la journée, même si c'est 5 minutes, on s'assoit avec lui, on le regarde et on parle vraiment en individuel. Et ne pas hésiter aussi à faire des petits groupes. Si par exemple vous avez 4 enfants et que vous sortez les caplas, et ben, au lieu de mettre tous les jeux de caplas au milieu, on fait 2 petits groupes de caplas. En fait, pour les enfants, c'est souvent intimidant le grand groupe. Pour les enfants qui ont plus de mal à prendre leur place, ils vont avoir plus de mal à prendre des jouets, à savoir comment jouer, donc ils vont être beaucoup plus dans l'observation. C'est comme si par exemple, nous on arrive dans une soirée, on connaît personne, et ben on va pas facilement aller dans le groupe où il y a 6 personnes qui sont en train de discuter. On va plus facilement aller voir quelqu'un qui est tout seul au buffet ou 2 personnes qui discutent. Et ben, c'est pareil pour les enfants. Pour qu'ils apprennent les relations sociales, à nous de faire en sorte que ce soit des petits moments, des petits groupes. Et aussi valoriser les forces et encourager les autres à voir les forces individuelles de chacun. Quand un enfant va réussir à apporter un module de motricité, oh, qu'est-ce que t'es musclé! Vous avez vu les enfants comme il est musclé, Jules? Waouh! Ou alors un autre petit, Harry qui arrive à bien mettre les petites perles. Oh, quelle dextérité! Vous avez vu les enfants comment Harry, il arrive bien à mettre la petite perle? Waouh! Donc voilà, on valorise, on montre les forces et on encourage les autres enfants à observer les comportements des uns des autres. Et enfin, pour développer les compétences relationnelles, l'enfant doit d'abord se sentir en sécurité et avoir confiance en lui et en ses capacités. Donc ça, c'est vraiment, je reviens sur l'intro, parce que l'enfant ne pourra pas apprendre à collaborer et à vivre en groupe en respectant des normes s'il ne se sent pas en sécurité, s'il n'a pas confiance en lui. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de sécuriser cet enfant et de faire en sorte qu'il se sente bien chez vous avant de l'intégrer dans des ateliers de groupe. Voilà, j'ai terminé pour cet atelier. Est-ce que vous avez des questions? Trop bien. On avait une petite question